Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si la meilleure façon de sauver la fenêtre de titre de Nikola Jokic, ce serait de faire sauter son duo avec Jamal Murray. Ouais, je sais, c'est brutal, on parle quand même d'un duo qui a ramené le titre à Denver en 2023. Une connexion historique, un jeu à deux magnifique, un truc qui a fait vriller pas mal de défenses en playoff. Mais là, j'ai vraiment envie de me poser la question, est-ce que les Nuggets, en ce moment, sont pas en train de s'accrocher trop fort à une formule qui aujourd'hui est dépassée? Parce que Jokic, c'est pas le problème, le vrai sujet, c'est peut-être tout ce qu'on a mis autour de lui. Et justement, cette vidéo, c'est vous qui l'avez choisie sur Instagram. J'ai arrêté de mettre Nadir Rifi dans le sondage parce que franchement ça me faisait trop de peine de le voir finir deuxième à chaque fois. On parlera de lui cet été, tranquillement, quand sa saison sera terminée. Et là, vous avez été clair, vous vouliez parler des Nuggets, de Jokic, de Murray, et surtout de comment éviter de gâcher les dernières grosses années du Joker. Donc déjà, merci à ceux qui votent là-bas, ça m'aide de fou de savoir à peu près quel sujet vous plaise et quel sujet vous plaise pas. Les autres vous avez capté, si vous voulez avoir votre mot à dire pour les prochaines vidéos, venez me suivre sur Instagram, rejoignez le canal, c'est là-bas que tout se passe. Et puis tant qu'on y est, abonnez-vous ici aussi, tant qu'à faire, il y a l'intersaison qui arrive et on va avoir tout plein de choses à analyser ensemble cet été. Mais ouais, aujourd'hui pour les Nuggets, l'idée c'est pas de partir en sucette avec 3 trades magiques qui vont impliquer des stars. Non, on va réfléchir comme si on avait vraiment les clés du bureau de Josh Kroenke à Denver. Est-ce que le duo Jokic-Murray a encore assez de marge? Est-ce qu'il faut encore investir dans l'attaque? Ou est-ce que le vrai move malin, avec Jokic, c'est de construire une armée défensive autour de lui? Il y a de vraies questions qui se posent, et je vous le dis tout de suite, il va falloir faire des sacrifices, des vrais. Alors installez-vous bien, aujourd'hui on reconstruit les Nuggets sans avoir peur de toucher à ce qui semblait pourtant intouchable il y a encore peu de temps. Déjà, pour faire les choses bien avec les Nuggets, je pense qu'il faut éviter un vrai piège. Non, Denver n'est pas une équipe en crise, on parle d'une franchise à 54 victoires cette saison, 3ème à l'ouest, avec la meilleure attaque de toute la NBA. Il y a des équipes qui rêveraient d'avoir ce genre de problème. Sauf que quand je regarde Denver aujourd'hui, j'ai plus la même sensation qu'en 2023. À l'époque, t'avais l'impression qu'ils avaient réponse à tout, aujourd'hui, beaucoup moins. Et ça, mine de rien, ça change un petit peu l'aura qu'il y a autour de cette franchise. Le titre 2023, c'était pas juste Jokic qui marchait sur l'eau et Murray qui prenait feu, c'était un équilibre. Gordon dans le rôle de sa vie, KCP pour défendre et punir les aides, Bruce Brown pour le sale boulot, Jeff Green pour l'expérience, Michael Porter Jr. pour étirer les défenses. Tout le monde connaissait ses missions. Ce qu'on retenait, c'est que cette team était quasiment impossible à jouer. Puis petit à petit, avec les années, j'ai l'impression que quelque chose s'est usé. Denver ne s'est pas effondré, Denver s'est érodé, Bruce Brown est parti, Jeff Green aussi, puis KCP et MPJ. Pris individuellement, aucun départ ne ressemble à une catastrophe, mais mis bout à bout, ça compte, parce que ce sont ces joueurs-là qui absorbent les coups quand Jokic est au centre des préoccupations et que les playoffs deviennent une guerre. Et justement, c'est en post-season qu'on a commencé à voir des signaux assez clairs. D'abord Minnesota en 2024, vous vous souvenez sûrement du Game 7, Denver mène de 20 points chez lui, dans sa salle, avant de s'effondrer complètement. Puis en 2025, OKC pousse les Nuggets dans leur retranchement avant de les exploser dans le match décisif. Là, les dirigeants ont commencé à se dire que le vrai problème, c'était peut-être le coach. C'est pour ça que Mike Malone a été poussé vers la sortie. Sauf que cette saison rebelote, encore une fois contre Minnesota, cette fois-ci au premier tour. C'est encore pire, Mike Malone ou non. Défaite 4-2, dans le Game 6, les Wolves dominent la raquette, le rebond, et marquent 64 points dans la peinture. Là, pour moi, on touche le vrai sujet. Ce n'est plus juste une question de talent, c'est une question de taille, de physique, de dureté, de seconde chance et de capacité à survivre quand le match devient trop physique, trop défensif, trop haché. Et là, en fait, ce que je remarque, c'est que quand la ligue a évolué, les Nuggets, eux, sont un petit peu restés campés sur leur position. Pendant que Denver continuait à croire à sa formule, la NBA a changé. OKC, Minnesota, Houston, Orlando, San Antonio avec Wemby. Partout, on voit plus de longueur, plus de mobilité, plus de polyvalence, et pendant ce temps, Denver reste une machine offensive incroyable, mais défensivement, il y avait de gros trous d'air. Quand tu as Jokic, la meilleure attaque NBA, et que tu sors au premier tour des playoffs, t'es obligé de te poser des questions. Je me pose pas des questions sur le Joker, lui, il est intouchable, je m'en pose sur tout le reste. Et c'est là, je pense, qu'il faut prendre le problème dans le sens un petit peu inhabituel des choses.
Dans beaucoup d'équipes NBA, l'obsession c'est de trouver un créateur. Denver, ce joueur-là, ils l'ont déjà, et pas en version sympa. Ils ont Nikola Jokic, un pivot autour de 28 points, 13 rebonds, 11 passes, presque 57% au tir, et qui reste le centre de gravité complet de l'attaque. Ce qu'il fait, ça n'a aucun sens, il est capable de tourner en triple-double de moyenne pendant toute une saison, mais on s'y est habitué, et c'est ça qui est le plus fou. Jokic rend le basket plus simple pour tout le monde, et là, la question, je le conçois, peut devenir un peu bizarre. Bien sûr qu'il lui faut de l'attaque autour de lui, du spacing, des coupes, des gars capables de punir les aides, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de toujours plus de création autour de lui? Franchement, j'ai un doute. Peut-être qu'aider Jokic aujourd'hui, c'est surtout éviter qu'ils doivent réparer tout le reste, parce qu'il est intelligent en défense, mais ce n'est pas Wemby, Gobert ou Holmgren. Si le premier rideau se fait ouvrir trop vite, Denver devient vite trop fragile également. Et là, la stat qui résume tout, elle fait vraiment mal aux fesses. Denver avait la meilleure attaque NBA avec David Adelman cette saison, mais seulement la 21e défense, et pour moi, c'est ça qui doit guider toute la réflexion. Le problème, c'est pas du tout de marquer des points ou d'avoir une attaque fluide, pas du tout. Le problème, c'est que leur attaque, aussi brillante soit-elle, ne masque plus assez une défense bien trop médiocre. Donc pour moi, cet été, le chantier principal, il se trouve là, du côté du Colorado. Faut arrêter de croire que chaque problème dans la NBA d'aujourd'hui se règle en ajoutant encore du talent offensif. Avec un joueur aussi unique que Jokic, aider ta superstar peut vouloir dire autre chose. Défendre pour lui, courir pour lui, couper pour lui, absorber les missions physiques pour lui donner des possessions supplémentaires, éviter les paniers faciles adverses. En gros, faire en sorte que ses minutes offensives exceptionnelles ne soient plus gâchées par tout ce que l'équipe concède derrière. Et forcément, quand tu pousses cette logique jusqu'au bout, tu finis par arriver vers le dossier qui fait mal. Jamal Murray. Et là, je veux vraiment qu'on soit clair dès le départ. Murray, c'est pas un boulet, c'est pas un joueur rincé, c'est pas juste un gros contrat que tu balances dans une trade machine. On parle probablement du deuxième visage du titre 2023. Un joueur drafté par Denver, développé par Denver, blessé, revenu, puis champion avec Denver. Donc si on parle d'un départ, ce sera pas en mode sanction. Il doit être construit parce que c'est un nouveau choix de direction pour la franchise. Pourtant, ça va faire mal, parce qu'il faut le dire, son histoire avec Jokic, franchement, elle est magnifique. Leur jeu à deux, c'est l'un des plus beaux trucs offensifs de ces dernières années. Pick and roll, end-off, feinte, lecture inversée, petite passe dans des fenêtres minuscules, tir compliqué en sortie d'écran. Quand les deux étaient au sommet, Denver pensait juste plus vite que toutes les défenses adverses. Jokic manipulait tout le monde, Murray punissait, et en 2023, ça a donné une campagne monstrueuse, avec Murray autour de 26 points, 6 rebonds et 7 passes en play-off, quasiment 40% à 3 points, et une vraie aura de deuxième star. Donc non, je vais pas faire comme si tout ça n'avait jamais existé. Le problème, c'est que je pense que Denver ne peut pas vivre éternellement sur un souvenir. Depuis le titre, Murray reste très bon mais beaucoup plus irrégulier au printemps. En 2024, il garde des moments mythiques contre les Lakers, mais Minnesota lui fait très mal avec sa taille et sa pression. Cette année encore, contre les Wolves, l'efficacité est dure, et dans le Game 6, il finit à 12 points à 4 sur 17 au tir. Ça peut arriver, hein, mais quand tu t'aperçois qu'il est payé 50 millions par saison, ça devient plus dur de lui trouver des excuses. Maintenant, je le répète et je l'entends, cette formule a fonctionné par le passé, personne ne peut enlever ça, et je comprends qu'on s'y accroche. N'empêche qu'aujourd'hui, il faut peut-être se rendre compte qu'on aura potentiellement du mal à retrouver un jour la meilleure version de ce duo. Défensivement, Murray, c'est pas une catastrophe, il connaît les systèmes, il se bat, il peut être compétitif, mais c'est pas lui qui va transformer ton profil physique, c'est pas un stopper sur le porteur, c'est pas un joueur qui change toute une identité défensive. Donc si Denver veut vraiment devenir plus long, plus dur, plus mobile, plus capable de résister aux nouvelles puissances de l'Ouest, Murray devient mécaniquement la pièce qui pose le plus de questions pour la suite. Je le sais maintenant, cette discussion, elle doit bien piquer le petit cœur des fans des Nuggets, et c'est bien pour ça que le débat existe. Murray a encore de la valeur, il peut encore aider une grosse équipe, mais à Denver, avec son contrat, son historique physique et ce que la ligue est devenue, il te force à choisir une direction. Soit tu continues avec l'ancien duo, soit tu acceptes de bouger avant que la fenêtre ne se referme définitivement. Est-ce que la vraie direction raisonnable maintenant, ce serait pas de se dire que ça y est, le titre appartient définitivement au passé, faut aller de l'avant ? Peut-être bien que si, mais par contre, avant de parler de trade, il faut quand même prendre la boussole et regarder un peu où on va avant de tout chambouler. Si j'étais Kroenke, mon cahier des charges, il serait assez simple. Défendre le porteur de balle adverse, ajouter de la longueur et garder assez de shoot pour ne pas étouffer Jokic dans la peinture. Je veux pas forcément des mecs à 25 points, je veux des mecs qui changent la mentalité défensive, des profils comme Alex Caruso, Derrick White ou Jalen Suggs, pas pour copier OKC, Boston ou Minnesota, parce que Denver doit rester Denver, mais il faut penser play-off, qui défend le meilleur arrière d'en face, qui s'occupe des ailiers, qui prend le rebond important, qui reste sur le terrain quand le match ralentit et se complique. Là, quand on est conscient de ça, on peut commencer à construire, mais avant d'enfiler le costume de GM, il y a quand même un petit point un peu relou qu'il faut aborder. L'argent, le CBA, les aprons, bref, les trucs qui donnent l'impression de faire de la compta alors qu'on voulait parler basket. Mais avec Denver, impossible de zapper ça. L'équipe est déjà très chère, déjà au-dessus du cap, et avec le nouveau CBA, avoir de trop gros salaires ne coûte pas seulement de l'argent, ça coûte de la flexibilité. Tu peux moins recruter, moins trader, moins corriger tes erreurs. Et là, on tombe sur le vrai premier dossier de l'été, une priorité pour moi, Peyton Watson.
Lui, il est restricted free agent, donc Denver garde la main, mais s'aligner, ça veut dire payer. Et si l'offre monte à 15, 16 ou 18 millions par an, c'est plus un petit dossier sympa, c'est un choix d'identité. Et pourtant, à moins que le prix ne devienne totalement absurde, je pense qu'il faudra matcher. On passe notre temps à dire que Denver doit devenir plus long, plus mobile, plus pénible à jouer, et derrière, on hésiterait à garder Watson. Pour moi, ça n'a aucun sens. Là, on parle d'un ailier de 23 ans qui a déjà commencé à produire des choses super intéressantes. Cette saison, il compile 15 points, 5 rebonds, plus de 40% à 3 points, avec un vrai volume de minutes et beaucoup de titularisation. Son attaque reste imparfaite, mais elle progresse. Il met ses tirs ouverts, il coupe fort, il attaque les close-out, il court, et surtout, il ne dépend pas du ballon pour exister. Son match à 35 points avec 6 tirs primés et 4 contre résume parfaitement son potentiel. Tu vois le joueur qu'il est aujourd'hui, et tu commences à imaginer celui qu'il peut devenir dans le futur. Et défensivement, je vais pas le cacher, c'est exactement le type de profil que je recherche. Longueur, mobilité, activité, polyvalence, oui, il fait encore des erreurs, mais ce genre de profil coûte une blinde quand il faut aller le chercher ailleurs. Donc ok, son contrat risque de piquer, mais s'il reçoit une grosse offre, je réfléchis 2 minutes, puis je match. Et s'il faut mettre encore un peu plus, ben go, je sors le chéquier même si ça fait mal. Parce que le sujet, c'est pas le prix que je vais mettre exactement pour le garder, c'est vraiment ce qu'il représente dans ma philosophie. Dans ma version des Nuggets, Watson n'est plus un prospect, c'est le leader de ma seconde unit avec un temps de jeu titulaire. Et si ça m'oblige à couper Valanciunas, à dumper Nagy, à oublier les grosses exceptions et à compléter mon roster avec des minimums vétérans, tant pis, je le fais. Si ta nouvelle identité repose sur la défense, la longueur et la mobilité, Watson n'est plus un luxe, c'est une priorité. Donc ouais, je le garde, quitte à faire des sacrifices. Et après, je poursuis mon chantier avec un énorme move. Ce move, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo qui parlait des 6 transferts que je voulais faire cet été. L'idée est simple, Orlando récupère Jamal Murray, Dalton Connect et Jake LaRavia. Denver récupère Jalen Suggs, Jonathan Isaac, Jace Richardson, 2 futurs premiers tours et un second tour. Les Lakers sont la 3e équipe du deal et ils récupèrent Wendell Carter Jr. Alors oui, c'est un trade à 3 teams, donc c'est forcément compliqué à monter. Mais ce que j'aime, c'est que toutes les équipes impliquées répondent à un vrai besoin. Orlando accélère son win now, Denver change d'identité et les Lakers trouvent un intérieur plus fiable pour accompagner Luka. Côté Denver, évidemment, le nom qui m'intéresse le plus, c'est Jalen Suggs. Et je veux vraiment insister là-dessus, ce transfert ne cherche pas à remplacer un talent par le même talent. Denver accepte de perdre du shot-making pour gagner une identité. Suggs, c'est pas le mec qui va te mettre les tirs impossibles de Murray en playoff, mais c'est peut-être le joueur qui va empêcher l'adversaire d'entrer trop facilement dans son match, et autour de Jokic, ce changement-là peut valoir très cher. Suggs, c'est clairement pas le nouveau Murray, mais c'est aussi exactement pour ça que j'apprécie sa venue dans ce deal. Il représente autre chose, de la pression sur le porteur, de l'intensité, du chaos, des possessions qui deviennent pénibles dès la première passe. Oui, il ne va pas organiser l'attaque comme un meneur classique, mais Denver a déjà Jokic pour ça. Suggs, tu lui demandes de défendre, courir, couper, mettre ses tirs ouverts et surtout d'empêcher Jokic de réparer toutes les erreurs derrière. Ça, dans une série de playoffs, ça peut changer absolument toute la température. Ensuite, il y a Jonathan Isaac, une arrivée plus risquée à cause des blessures, mais en tant qu'arme défensive situationnelle, j'adore. Taille, longueur, aide côté faible, capacité à gêner plusieurs postes, plusieurs réponses selon les match-ups, ça colle à ce que je cherche. Enfin, Jace Richardson, c'est le bonus jeune, du scoring, du tir, du toucher, un peu de self-création, sans avoir besoin de lui donner les clés tout de suite. Mais soyons clairs, sans les pics que je reçois en échange, ce trade je le fais pas. Parce que lâcher Murray émotionnellement et sportivement c'est énorme, donc il faut une vraie contrepartie longue durée en échange. Dans mon idée, Denver récupère 2 premiers tours, dont un 2029 protégé top 4 et un 2031 plus un second tour. Ça permet de mieux digérer le départ, de préparer l'après-Jokic ou simplement de garder des munitions pour un autre move plus tard. Là, tu ne fais pas juste un sacrifice, tu récupères aussi des leviers, c'est important. Et côté Orlando, franchement, la logique existe aussi. Banchero et Wagner ont besoin d'un meneur capable de créer un tir quand le match ralentit. Murray apporte du pick and roll, du pull-up, de la création en fin de possession, et avec Connect plus LaRavia que tu récupères également dans le deal, tu ajoutes aussi du tir autour d'eux. Donc oui, perdre Suggs fait mal, mais le besoin offensif est réel. Ce transfert permet au Magic de rendre son attaque beaucoup plus fluide. Après oui, ce deal pique pour tout le monde, et de tous les côtés ça peut faire mal émotionnellement. Mais il répond à une vraie logique. Orlando veut de la création, Denver veut une nouvelle identité, Los Angeles veut un intérieur. C'est ok. Pour les Nuggets, c'est clair, tu perds du glamour offensif et une partie de ton histoire, mais tu gagnes de la défense sur le porteur, de la longueur, de la jeunesse et des pics. L'identité change et le futur s'améliore, ça me plaît. Par contre, il y a un piège dans tout ça. Vouloir changer d'identité, ça veut pas non plus forcément dire ne recruter que des chiens de garde défensifs et n'avoir que ça dans le roster. Le but, c'est pas de transformer Denver en équipe de rugby incapable de mettre un tir, c'est de trouver l'équilibre. C'est pour ça que même si je sais qu'il est dans pas mal de rumeurs de trade, je garde Cam Johnson. Plus de 40% à 3 points, capable de vivre sans le ballon, de punir les aides, de couper, de se replacer, et mine de rien, de défendre un minimum également. Autour de Jokic, ce profil vaut de l'or. Même logique avec Christian Brown, je le garde sans hésiter. Il court, il coupe, il finit fort, il défend dur, c'est un profil auquel je tiens. Alors bien sûr, il coûte cher, plus de 20 millions à partir de la saison prochaine, mais dans mon dispositif, avoir un joueur comme lui, c'est essentiel. Et pour Aaron Gordon, même combat. Depuis son arrivée, il est l'un des partenaires préférés de Jokic sur le terrain. Coupe dans le dos, dunker spot, écran, rebond, grosse mission défensive. Le vrai souci, c'est pas son fit, c'est sa santé. Après au départ, quand je préparais cette vidéo, j'étais pas non plus du tout contre l'idée de transférer ces trois-là.
Mais le truc c'est que quand je regarde le marché, finalement je vois pas beaucoup de trades qui m'apporteraient de meilleurs profils qu'eux dans mon dispositif. Du coup maintenant il est temps de parler du banc, et c'est vrai que ça fait quelques années déjà qu'à Denver, la seconde unit pose des questions. Que peut faire David Adelman quand Jokic va souffler? Toutes les équipes galèrent davantage quand leur meilleur joueur sort, c'est normal, mais à Denver la différence peut devenir violente. En playoff, 2 passages de 4 minutes mal gérés peuvent te tuer. Les Nuggets prennent l'eau, donc le but c'est pas de remplacer Jokic, c'est impossible. Le but c'est d'arrêter de se faire punir dès qu'il se repose 2 minutes. C'est bien pour ça que je veux prolonger Watson, je l'ai dit, je veux faire de lui le leader de ma seconde unit. Maintenant j'en suis conscient, c'est pas le gars qui va prendre toutes les commandes du banc en dribblant 18 secondes par possession, mais il peut guider cette seconde unit par la défense, l'énergie, les contres, les courses, les coupes. Autour de lui, Strouter apporte du tir, Holmes de l'énergie intérieure et Isaac de la longueur. Ce banc ne sera pas sexy pour un sou, mais je ne lui demande pas non plus de gagner les minutes sans Jokic, je lui demande de survivre, de tenter de tenir le score et surtout de ne pas prendre complètement l'eau défensivement. Parce qu'en vrai c'est peut-être ça le réel changement chez les Nuggets encore une fois. Pendant longtemps Denver a essayé de survivre sans Jokic en espérant que quelqu'un crée assez d'attaques. Là je prends le problème dans l'autre sens. Sans Jokic, je change la nature de ces minutes. Plus de défense, plus d'activité, plus de longueur, plus de transition. Et dans une équipe aussi chère que Denver, même les spots 8 à 15 doivent avoir une vraie raison d'exister. C'est pour ça qu'à la draft, ma priorité s'appelle Bennett Stirtz. Je sais qu'il fait pas rêver tout le monde, mais moi j'adore ce profil pour cette team de Denver, et je vais m'expliquer. À Iowa, il tournait à 20 points et 5 passes avec des pourcentages très propres, tout en portant une équipe qui est allée jusqu'au Elite 8 à la March Madness. Ce n'est pas le meneur le plus explosif de la draft, par contre il sait jouer avec ballon, sans ballon, en sortie d'écran, sur des coupes, sur pick and roll, il organise, il shoot, il connecte les actions, et franchement, derrière Jokic, c'est exactement le genre de joueur mature que j'ai envie d'ajouter pour garder un minimum de création dans mes rotations. C'est un mec qui a 22 ans, qui est mature, qui a fait toutes ses années de fac, alors si je peux l'avoir avec le choix numéro 26, j'hésite pas une seconde. Et si les rumeurs commencent à dire qu'il pourrait être pris entre les pics 20 et 25, je regarde même la possibilité de trade-up. Pas en faisant n'importe quoi, mais si je peux utiliser un peu de flexibilité salariale autour de Valanciunas, Nagy ou d'un pic récupéré dans le trade demeuré pour sécuriser mon joueur, ça m'intéresse. Parce que pour moi, Stirtz c'est le rookie qui colle clairement le mieux à cette équipe. Si je peux vraiment pas l'avoir, après j'irai chercher Melik Thomas en plan B. Un profil plus physique, moins organisateur. Ça me plaît beaucoup moins, mais ça peut faire le job. Mais bon, priorité à Stirtz, et derrière, je complète intelligemment avec des contrats minimum. Diop Reese pour écarter le jeu au poste 5, apporter du rebond et de la protection de cercle, et Josh Okogie pareil, pour la défense au périmètre et l'énergie. Derrière eux, je garde Strouter pour le tir, Holmes pour l'activité intérieure, Pickett comme sécurité à la main, et Spencer Jones comme ailier shooter à prix réduit. Aucun d'eux n'est une star, c'est pas le sujet, je cherche pas 15 joueurs parfaits, je cherche 15 joueurs qui ont une bonne raison d'avoir une place dans mon roster. Bon, là, mon effectif commence à prendre forme, et si je rassemble tout ce que j'ai fait jusque-là, mon roster des Nuggets 2027 ressemble à ça. Jalen Suggs, Christian Brown, Cam Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic. Ça, c'est mes titulaires. Et honnêtement, quand je regarde ce 5, je vois immédiatement l'identité dont on parle depuis le début. Suggs pour mettre la pression sur le porteur, Brown pour courir partout et prendre les missions compliquées, Cam Johnson pour garder un spacing propre, Gordon pour faire tout le sale boulot et Jokic pour organiser l'ensemble. Personne ne marche sur les plates-bandes des autres, chacun a une fonction claire. Et c'est ça que j'aime dans ce roster. Moins bling-bling, mais beaucoup plus cohérent, je trouve. Personne n'a besoin de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Suggs n'a pas besoin d'être Murray, Brown n'a pas besoin de devenir une star offensive, Cam n'a pas besoin de défendre le meilleur joueur adverse tous les soirs, Gordon reste dans son rôle naturel avec Jokic, et derrière, la rotation a aussi une vraie logique. Watson, Isaac, Stirtz, Strouter, Holmes, c'est pas forcément hyper talentueux, ok, mais Watson peut devenir le patron de cette deuxième vague. Isaac donne des réponses défensives, Stirtz met de l'ordre, Strouter apporte du tir, Holmes apporte de l'énergie, puis Richardson, Reese, Okogie, Pickett et Spencer Jones complètent avec des missions simples. Pas des noms qui font exploser la hype, mais au moins tu sais pourquoi ils sont là. En gros, on perd du star power, c'est certain avec le départ de Murray, mais on ajoute du hustle, de la défense, du combat. Par contre, sans Murray, j'en suis conscient, il y a certaines fins de match qui pourraient être bien plus compliquées d'un coup. Mais si avec ta défense et ta polyvalence, tu arrives à faire le job plus tôt, bah mine de rien, ça te fait un problème en moins. Garder Watson, pour moi, c'est la clé, parce que si Gordon et Isaac passent trop de temps à l'infirmerie, je sais qu'il pourra assurer, j'ai confiance en lui. Et l'arrivée de Suggs va dans le même sens, bye bye Murray, mais au moins je sais où je vais, je construis une vraie identité. C'est pour ça que la vraie question, pour finir maintenant, elle est là. Est-ce que cette team formée avec des profils qui collent mieux au Joker, selon moi, est plus talentueuse que l'ancienne? Franchement, je suis pas sûr. En attaque pure, probablement pas même. Mais est-ce qu'elle est plus adaptée à la NBA actuelle? Plus capable de survivre dans des possessions lentes, hachées, plus armée pour les séries physiques contre OKC, Minnesota ou San Antonio? Là, honnêtement, je pense que oui, elle apporte bien plus de réponses. C'est peut-être même la meilleure façon de résumer cette vidéo. Cette équipe n'est peut-être pas plus talentueuse que celle de cette saison, mais peut-être qu'elle sera beaucoup plus difficile à battre en 2027. Alors maintenant, dites-moi ce que vous en pensez.
pensez? Vous le faites, vous, ce virage défensif, ou alors vous pensez que l'ancienne version avec Murray a encore un dernier run à jouer? Ensuite, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, boostez-la, ça apporte une force de grand malade dans l'algorithme. Enfin, vous connaissez, si c'est pas encore fait, pensez également à vous abonner ici pour qu'on puisse suivre cette off-season ensemble. Il va y avoir des choses folles, je le sens. Allez, merci pour tout ça la team, prenez soin de vous, et nous on se retrouve tout de suite dans la section commentaires.